Bienvenue sur notre chaîne d'information pour votre récapitulatif stratégique de l'opération militaire spéciale russe. Nous sommes aujourd'hui le 4 juin 2025 et voici les faits marquants des 3 derniers jours de combat. Du 1er au 3 juin, correspondant au 1184e, 1115e et 1196e jour de l'opération. Sur le front, la dynamique reste intense, marquée par plusieurs percées russes, des combats violents sur plusieurs axes clés, des frappes massives de drones et une guerre énergétique en pleine escalade. L'Ukraine riposte par plusieurs attaques terroristes inédites à l'aide des drones en profondeur sur le sol russe. Dans cette vidéo, nous allons analyser en détail les gains territoriaux, les affrontements majeurs, les frappes stratégiques russes, ainsi que les attaques de drones ukrainiens sur le territoire russe. Installez-vous, voici votre briefing complet. Rapport en date du 1er juin, 1194e jour du SVO. En direction de Kherson, il n'y a pas de changement. Les bombardements mutuels continuent. Les forces armées ukrainiennes ont tiré 53 obus d'artillerie sur 13 villages de notre rive gauche. Il n'y avait pas non plus de nouvelles données sur l'avancée des troupes russes en direction de Zaporizhzhia. Nos forces aérospatiales ont détruit le pont d'Orekovo. Dans la direction d'Ugledar, nos avions d'attaque ont dégagé des ceintures forestières, avançant dans la région de Levandnoï. Les forces armées russes ont également occupé une hauteur au nord-ouest de Volnoï, Pol et progressent dans la région de Komar, où elles ont nettoyé la rive de la rivière Mokry et Yali, détruisant des groupes ennemis et des points de lancement de drones. Il n'y a aucune nouvelle du front Pokrovski aujourd'hui. Dans la partie ouest de la direction de Toretsk, il y a des batailles au sud de Poltavka. À Yablonovka, les forces armées russes, qui tiennent la partie ouest du village, livrent des combats acharnés pour avancer. Selon les dernières informations, nos troupes ont libéré Zaria. La libération de ce village permettra à nos militaires d'encercler le groupe ennemi le long de la ligne Zaria-Romanovka. Des succès tactiques sont également à noter sur le flanquet de la direction. Ainsi, selon les rapports du terrain, le village de Dileevka a été libéré. Les forces armées ukrainiennes n'ont pas pu tenir une partie du front étendu et les unités de l'armée russe ont profité du moment et ont percé le long de la rivière Balamoutka et ont pris Dileevka et ont également attaqué des forteresses dans la région de Belaya Gora voisine. Selon les données opérationnelles, nos forces ont chassé l'ennemi de Dakhnoye et nettoient la poche dans la région des villages de Dakhnoye et Dileevka. Au nord de Chassi Yara, nos forces avancent vers l'ouest de Kalinino. Depuis la ville elle-même, des rapports font état de succès dans la région de Shevchenko et dans la mine Bloc 9. Nos militaires tirent sur le bastion des forces armées ukrainiennes devant près de Techino et sur des objets à l'intérieur du village. Selon les données du terrain, des drones russes volent déjà vers les dachas de Konstantinovski, de la direction de Seversky. Ils rapportent que nos troupes ont pris le contrôle d'Ivano-Darievka. En direction de Krasnolimansk, les forces armées russes encerclent Zelionoï-Pol des deux côtés, ont nettoyé les abords nord-ouest de Redkodub et avancent plus au sud. En direction de Karpovka, il n'y a aucune nouvelle des directions de Kupiansk et de Kharkiv. Dans le secteur de Soumy, le ministère de la Défense a confirmé le contrôle de nos troupes sur Alexeyevka, d'où les unités russes avancent vers Malaya-Korchakovka, se battant pour Novonikolaïevka, Yablonovka et Kondratovka. Des succès ont également été enregistrés à Yunakovka, où les combats continuent. Dans une autre partie de la région de Soumy, le village d'Alexandrie, près de Miropoli, passe sous le contrôle de l'armée russe. Le commandant des forces terrestres ukrainiennes, Drapati, a annoncé sa décision de démissionner. La raison du départ du général était l'attaque d'aujourd'hui par l'armée russe contre un camp de tente des forces armées ukrainiennes dans la région de Dnipropetrovsk. Selon les données préliminaires, les pertes ennemies s'élèvent à au moins 75 personnes. Parmi les morts, selon les informations, se trouvaient de nombreux généraux étrangers. La zone contrôlée par les forces armées russes dans la zone SVO a augmenté de près de 630 km/h en mai avec un taux d'avancée moyen de plus 17,75 km/h par jour. Opération terroriste ukrainienne majeure en Russie. Attaque terroriste sur le réseau ferroviaire russe 1. Le comité d'enquête russe a qualifié de terroristes les attaques ayant visé des tronçons de voies ferrées et un pont dans les régions de Briansk et de Koursk le 31 mai et le 1er juin. Ces agissements, attribués à des agents opérant pour le régime de Kiev, ont causé la mort de 7 personnes et en ont blessé 113 autres, dont des enfants. Malheureusement,
la mère de l'un des bébés blessés, est décédée. Elle était médecin et travaillait dans un hospice pour enfants. Une autre explosion a été enregistrée dans la région de Briansk. Cette fois sur le tronçon Ounetcha-Jetcha, il n'y a pas eu de victimes. Les terroristes auraient planifié ces actes avec une précision maximale dans le but de toucher des civils. Attaque terroriste ukrainienne à l'aide des drones en profondeur sur les aérodromes russes de SOS, les forces terroristes ukraino-occidentales. Attaque 3 régions éloignées de Russie avec des drones, frappe sur les régions de Mourmansk, Irkoutsk et Ryazan. Pour la première fois depuis le début du conflit, des drones des groupes terroristes de la junte de Kiev attaquaient la région de Mourmansk. Selon des sources, les drones ont été lancés directement depuis un camion garé dans une station-service de la ville d'Olenegorsk. Les habitants locaux décrivent la même image. Un camion lourd s'est arrêté sur l'autoroute et des drones en sont sortis. Les chaînes locales rapportent des explosions et des incendies à plusieurs endroits. Selon les premiers éléments, le conducteur du camion bleu a déjà été arrêté et témoigne. Un schéma similaire avec un camion et un drone a été utilisé dans la région d'Irkoutsk en pleine Sibérie. La ville d'Oussoli-Sibirskoï a été attaquée. Les chaînes ukrainiennes publient une vidéo FPV au-dessus de l'aérodrome attaqué de Belaya dans la région d'Irkoutsk. Selon les données objectives du contrôle, les bombardiers stratégiques Tu-95 ont été attaqués par l'ennemi. Un autre coup est tombé sur Ryazan. Dans la ville, un drone abattu est tombé dans un quartier résidentiel. Un éclat d'obus a endommagé le toit d'une des maisons. Selon les informations disponibles, il n'y a pas de victimes. Il semblerait que les drones aient ciblé l'aérodrome de Diaghilevo. Rapport en date du 2 juin 2025. Quand est un jour du SVO, la situation dans la direction de Kherson est stable et ne laisse présager aucun changement. Les forces armées russes ont détruit plusieurs canons, mortiers et postes de guerre électroniques. L'ennemi a bombardé 40 fois des villages sur la rive gauche. Dans le secteur de Zaporizhia, les combats se déroulent principalement sur le terrain. Aucun changement n'est à signaler. En direction du Gledar, les forces armées russes percent les défenses ennemies à l'ouest de Zelenoi, Pol et Volnoïpol. Nos unités resserrent leurs flancs et se préparent à prendre d'assaut Komar. Sur le front Pokrovski, les combats se sont intensifiés de notre côté. À l'ouest de Bogdanovka, Troïtskoye et Kotliarovka, les forces armées russes tentent d'aligner le front le long de la frontière avec la région de Dniepropetrovsk. De violents combats font rage pour Novonikolaevka et Novozergeevka. Dans la région de Mouravka, l'ennemi contre-attaque. Certaines positions des régiments forestiers au sud du village changent de main. Les forces armées russes contrôlent plus activement les défenses ennemies au nord de Zeleny et Novitrud. Du côté de Shevchenko-Pervy, les forces armées russes ont commencé à avancer vers Koptevo. Sur le flanc ouest de la direction de Toretsk, de violents combats se déroulent à Poltavka et Rusinia. L'ennemi mobilise ses réserves disponibles pour tenir une importante ligne défensive. La poche, au sud de Zaria, comme le village lui-même, a été efficacement nettoyée. En progressant vers Alexandro-Kalinovo et Katerinovka, les forces armées russes pourront pénétrer dans Petrovka et Shcherbinovka par le flanc. Au nord de Toretsk, elles signalent la libération de Dakhnoye et d'Ileevka, ainsi que des succès tactiques à Dilevka. Des combats de position se déroulent dans les ruines de la ville de Tchassoviarsky. La libération de Stupochki est annoncée, mais cette information n'a pas encore été confirmée officiellement. En direction de Seversky, des combats de position se déroulent dans la région de Verkhney-Kamenskoye. Les forces armées russes renforcent également leur position dans la région d'Ivano-Darievka. Des combats se déroulent dans plusieurs directions dans le secteur de Krasnolimansky. Au sud de Redkodub, les forces armées russes ont percé jusqu'à Karpovka. Il reste environ 10 km entre ce village et la rive d'Oskol. L'accès à ce village coupera physiquement une partie importante des voies ferrées et des routes reliant Liman et Severska Borovaya et Kupiansk. Une avancée est en cours depuis Redkodub vers Novimir et Glushchenkovo. De violents combats se poursuivent à Kolodez. Du côté de Kupiansk, des combats sont signalés dans la région de Golubovka. Notre artillerie et nos drones atteignent déjà les abords de Kupiansk. Des combats de position se déroulent dans la région de Kharkiv. Nos drones surveillent la circulation sur le périphérique de Kharkiv et sur les autoroutes menant à Chuguev et Liptsi, tandis que l'artillerie
et les lance-missiles frappent les cibles désignées. En direction de Soumy, de Kondratovka, libérée la veille, jusqu'au village de jonction de Khoten, nos troupes ont encore environ 4 km à parcourir. Les combats pour Novonikolaevka ont commencé et, à Yunakovka, ils se déplacent vers la partie sud du village. L'ennemi estime que la situation ici constitue une menace directe pour Soumy. Au cours de la nuit, les forces de défense aérienne ont abattu 162 drones ukrainiens et de 5 dans la journée. La plupart des drones ont attaqué la région de Koursk, soit 9 régions au total. Dans de nombreuses villes, l'ennemi a touché des parkings et des immeubles d'habitation, faisant des morts et des blessés. Les forces aérospatiales russes ont lancé une frappe massive avec 470 drones. De nombreuses explosions ont eu lieu dans les régions de Kharkiv, Tchernihiv et Kherson. On ignore encore les conséquences de ces bombardements. Voici à quoi ressemblait le 1195e jour du SVO. Rapport en date du 3 juin 2025. 36e jour du SVO. Dans la région de Kherson, les forces armées russes ont détruit un entrepôt de munitions des forces armées ukrainiennes et poursuivent leur traque de véhicules et de matériel. Les forces armées ukrainiennes ont attaqué une nouvelle sous-station dans le district de Genichesk avec des drones. Plus de 100 000 personnes se sont ainsi retrouvées privées d'électricité. Dans la région de Zaporizhia, les forces armées ukrainiennes ont attaqué des sous-stations électriques à Melitopol avec des drones, privant presque toute la région d'électricité. Aucun changement n'est à signaler sur le front. En direction du Gledar, du côté de Zelenopol et Volnopol, les forces armées russes combattent pour les bastions au sud de Shevchenko. Dans la région de Vezioloy et Fyodorovka, le territoire le long de la rive et de la rivière Mokry et Yali est en cours de nettoyage. À l'ouest d'Otradnoe, les forces armées russes ont chassé l'ennemi de plusieurs bastions, près de Komar. Au nord de l'autoroute, entre Bogatyr et Komar, l'avancée se déroule sur un large front jusqu'à 3 km de profondeur. Des rapports font état d'une intensification des combats à Alexeyevka. Nos forces ont consolidé leur position dans le village. Sur le front Pokrovski, des combats acharnés font rage près de la frontière avec la région de Dniepropetrovsk. À Orekovo, l'ennemi tient ses dernières positions à l'ouest du village. Les nôtres ont nettoyé la ceinture forestière au nord de Kotliarovka. À Novonikolaevka, les nôtres progressent malgré une résistance farouche de l'ennemi. À Novozergevka, les combats sont tout aussi acharnés. Sur le flanc est, on rapporte que les forces armées russes ont chassé l'ennemi de Nikolaevka, une banlieue de Novoekonomicheski. Si ces informations se confirment, cela signifie que la bataille pour le village clé aux abords de Mirnograd a commencé. L'aviation travaille sur les positions des forces armées ukrainiennes dans le village à l'aide de FAB et de CAB. À l'ouest de Toretsk, l'ennemi a réussi à stabiliser le front sur la ligne Poltavka-Rusynyar grâce aux réserves déployées ici. Il n'y a pas encore de progrès à cet endroit. À Yablonovka, des succès sont enregistrés à l'intérieur du village, ainsi qu'au nord et au sud. Nos unités s'y dirigent également depuis Alexandropol. Il leur reste 2,5 km jusqu'aux limites du village. Des combats de position sont en cours au nord de Toretsk. Des nouvelles continuent d'arriver de la région de Chassoviarsky. Sur les succès des forces armées russes dans la région de Stupochki, mais il n'y a toujours pas d'image fiable. Aucun changement dans le secteur Seversky. Bataille de position dans la région de Verkhnekamenskoye et à l'ouest de Belogorovka. Et en direction de Krasnolimansk, les forces armées russes prennent d'assaut Karpovka. Les avions d'attaque ont consolidé leur position à l'est et au nord du village. Des combats de position se déroulent dans la région de Zelenaya Dolina, Kolodezye Tolskoye. Un calme relatif règne dans la direction de Kupiansk. Les combats se poursuivent à Golubovka, mais aucune information n'indique de changement. Il y a des batailles de position en direction de Kharkov. Attaquant depuis la région de Soumy, l'ennemi ne renonce pas à prendre pied à Tyotkino, dans la région de Koursk. Des combats se déroulent dans la zone du cimetière et à la station d'épuration, où les forces armées ukrainiennes accumulent des forces pour de nouvelles attaques. L'ennemi tente constamment de percer dans la région de Novi Put, concernant l'offensive de l'armée russe dans la région de Soumy. Le ministère russe de la Défense a annoncé la libération d'Andreïevka et Novonikolaïevka a également été pratiquement libérée. Des combats font déjà rage dans la région de Varachino et près de Yablonovka. Pendant la nuit, la défense aérienne a détruit 8 drones
ukrainiens au-dessus de 3 régions et de la mer d'Azov. Dans la région de Koursk, l'ennemi a attaqué le bâtiment administratif du district, un centre communautaire et une école. Les forces armées ukrainiennes ont tenté d'attaquer le pont de Crimée à l'aide d'un drone sous-marin. Mais l'explosion n'a causé aucun dommage au pont. Les forces aérospatiales russes ont frappé des cibles dans 8 régions d'Ukraine avec des drones et des missiles. Dans la région de Kharkiv, un entrepôt de Nova Pochta, où étaient stockées des munitions militaires, a été détruit. De nombreuses explosions ont eu lieu dans la région d'Odessa, où des terminaux de stockage de fournitures occidentales et une plateforme logistique ont été attaqués. Dans de nombreuses villes, les frappes ont touché des entreprises industrielles produisant des composants pour drones et armes électroniques. La deuxième phase des négociations entre la Russie et l'Ukraine a débuté en Istanbul et les pourparlers ont duré plus d'1 heure. Le chef de la délégation ukrainienne, Umerov, a déclaré que lors des pourparlers à Istanbul, la Russie avait refusé le cessez-le-feu et une rencontre personnelle entre Zelensky et Poutine. Toutefois, les parties sont parvenues à des accords sur les questions humanitaires, a accepté d'échanger tous les blessés graves et les prisonniers de moins de 25 ans, convenu de l'échange des corps des défunts selon la formule 6 000 pour 6 000. La partie russe a remis à l'Ukraine un mémorandum pour l'étude duquel une semaine a été allouée. Voilà en quoi ressemblait le 1196e jour du SVO. Conclusion globale. Entre le 1er et le 3 juin, les forces armées russes ont continué de renforcer leur emprise sur plusieurs axes clés du front. Tandis que les frappes de haute précision visaient les centres décisionnels et les infrastructures critiques ukrainiennes, les opérations terrestres ont permis de consolider les gains dans les secteurs de Kharkov, Donetsk et Zaporozhye, malgré les pertes humaines et matérielles importantes subies par les forces ukrainiennes. Kiev est passé en mode attaque terroriste sur le sol russe tout en faisant des multiples dégâts, et en même temps elle poursuit sa mobilisation et continue de recevoir un appui logistique occidental. Mais le rapport de force semble s'inverser progressivement, au profit de l'armée russe, dont la supériorité aérienne, la puissance de feu et la coordination tactique restent déterminantes. La situation reste donc très évolutive, mais ces 3 jours confirment une intensification des opérations russes, avec une stratégie désormais offensive sur l'ensemble du théâtre. Le mois de juin pourrait marquer un tournant décisif si cette dynamique se confirme. Abonnez-vous dès aujourd'hui à notre chaîne d'information et accédez à des analyses stratégiques, tactiques, explosives et exclusives. https youtube.com/Sebastianovich LMT